Et ce soir, dans notre grand angle, une plongée fascinante dans le cerveau des enfants. Avec nous pour en parler, Stéphanie Briand, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, réalisatrice, documentariste. Votre documentaire a pour titre Le cerveau des enfants. On peut le voir depuis hier dans les salles en France. On peut le voir aussi en Belgique, en Suisse et prochainement au Canada, dans la partie francophone, c'est-à-dire le Québec. Alors on va regarder sans plus attendre la bande-annonce. Il peut aussi contrôler nos émotions. Si vous n'avez pas de force au cerveau, vous n'avez pas de force physique. La méditation m'aide beaucoup. Tout le monde peut développer ses talents et aptitudes. Le cerveau grossit, passant de 400 grammes à la naissance à 1 kg à 1 an. Si la cognition implique le corps et qu'impliquer le corps rend l'apprentissage plus facile et plus effectif, souvent, les adultes sont effrayés quand leurs enfants ou leurs élèves peinent à faire quelque chose. Mais quand elle est productive, la difficulté est la clé de l'apprentissage. Le cortex et le cortex préfrontal sont les régions les plus hautes du cerveau. Et comme les étages supérieurs d'un bâtiment, ils mettent plus de temps à se construire. C'est une zone dont dépendent ma prise de décision et ma capacité à raisonner. Pour comprendre les autres, avoir de l'empathie. 95% des enfants volent à la rescousse de quelqu'un qui a fait tomber quelque chose. Ils arrêtent même de jouer pour le faire. Vous pouvez entraîner l'amour altruiste, la résilience. Je ne crois pas que nous devons préparer nos enfants au monde de demain. Car le monde de demain, c'est eux. Stéphanie Briand est notre invitée. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser, de pénétrer le cerveau des enfants? Ce qui m'a donné envie, c'est quand j'ai commencé à rentrer dans le sujet véritablement, j'ai découvert qui j'étais, comment fonctionnait mon propre cerveau, ce qui avait imprimé mon cerveau d'enfant et ce qui expliquait donc ce que j'étais devenue. Je suis devenue plus consciente et plus libre, parce que quand vous vous apercevez de ce qui se passe dans votre cerveau et de votre programmation, vous pouvez faire le choix de suivre la programmation ou d'essayer de déprogrammer pour reprogrammer autrement. Mais pourquoi est-ce que c'est important, selon vous, de mieux connaître notre cerveau et a fortiori celui des enfants? Pour moi, j'utilise cette parabole, c'est si vous aviez à enseigner le pilotage d'un avion à quelqu'un et que vous lui disiez « Ok, je ne connais que le fonctionnement du pilote automatique ». Je pense que votre élève se dirait « Je ne suis pas sûre que je vais apprendre avec vous ». Et en somme, c'est ce qu'on fait avec nos enfants, parce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas notre cerveau. Nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas profondément. Nous n'avons pas conscience d'une tonne de choses qui se produisent dans notre vie du fait du fonctionnement de notre cerveau. Nous ne savons pas comment optimiser nos apprentissages. Donc je pense que c'est ça qui est important, de comprendre soi-même en tant qu'adulte. Et après, on peut être de meilleurs guides, évidemment. De meilleurs guides pour les enfants, donc pour leur développement, pour qu'ils progressent dans certains domaines, dans leur éveil? Exactement, et savoir quelles sont les fondations qui sont très importantes. Par exemple, l'attachement. Pour avoir un développement du cerveau qui soit optimal chez l'enfant, en termes de relations, il est très important d'être un adulte fiable et de donner des expériences auxquelles l'enfant peut s'attendre et des expériences sécurisantes. L'attachement, c'est quoi? Au moins à une personne, on apprend dans votre documentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une relation de confiance, que l'enfant se sente en sécurité? Exactement, que l'enfant se sente parfaitement en sécurité, qu'il sache à quoi s'attendre, même si ce n'est pas parfait. Mais qu'au moins, il puisse construire. On voit d'ailleurs qu'il y a des enfants qui grandissent dans des orphelinats et qui cessent de grandir en termes de croissance physique. Ouais. Donc il y a un impact très fort de la relation. Et ça, on a tendance à ne pas s'en apercevoir et pas savoir exactement non plus que le fait d'être complètement non fiable pour un enfant, ça va avoir un impact sur son cerveau, sur ses développements. Et aussi de lui transmettre des messages du type « vous êtes très intelligent » ou ça va aussi avoir un impact sur le cerveau et pas nécessairement un impact positif. Alors le cerveau, c'est un organe qui fascine depuis des siècles, voire plus. On parlait à l'époque de la bosse des maths, par exemple. On sait qu'il y a telle ou telle région du cerveau qui est impliquée dans telle ou telle fonction, la mémoire notamment, par exemple. Qu'est-ce que vous avez appris au juste de plus pendant toutes ces recherches et ces entretiens? On voit que c'est un documentaire très riche, à la fois très pointu, mais en même temps, vous avez réussi à vulgariser. Qu'est-ce qu'on apprend?
On apprend une multitude de choses, c'est vraiment une coupe de mon cerveau, c'est-à-dire que je suis allée d'une idée à une autre. Donc vous apprendrez aussi bien que les relations sont importantes, l'importance de la fiabilité, l'importance des croyances sur ce que l'on croit, nos pensées qui impactent notre cerveau, comment on gère les erreurs dans le cerveau et comment s'améliorer pour gérer les erreurs. Vous apprendrez des choses également sur la mémoire et le fait que la mémoire de travail, qui est la mémoire très courte, qui nous permet de retenir, vous savez, quand vous jouez au memory ou des choses sur du très court terme, va avoir un impact sur l'attention. Donc pour avoir des enfants plus attentifs, il est bon aussi de muscler cette mémoire-là. On va apprendre également que la musique peut avoir des effets absolument formidables sur le développement du cerveau à condition de pratiquer beaucoup. On en parlait la semaine dernière notamment. Et qu'il est important de s'ennuyer. Pourquoi ? Parce que justement, c'est le moment où l'on crée notre identité, nos valeurs, et c'est le moment où le cerveau est le plus actif quand on rêve éveillé. Le cerveau plus actif. Alors on entend un moment le moine bouddhiste Matthieu Ricard, qu'on a vu s'exprimer en anglais, qui dit qu'on a longtemps vu les enfants comme des égoïstes, mais la science depuis 30 ans nous dit plutôt l'inverse. C'est assez, pour moi, un peu confus. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point ? C'est-à-dire que l'environnement façonne ensuite les comportements. Donc initialement, ce que dit Matthieu Ricard, c'est que les enfants, naturellement, ils ont plutôt tendance à coopérer et à aimer vivre en groupe et à donner un coup de main à qui ils le peuvent dès que ça leur est possible. Et ensuite, si ces comportements changent, ce n'est pas parce que de façon innée, ils n'étaient pas aptes, mais c'est davantage leur environnement qui les a transformés. Et la société dans laquelle ils vivent, comment les neurosciences, et notamment l'étude du cerveau des enfants, pourraient-elles révolutionner l'apprentissage ? Il y a beaucoup de notions que l'on n'utilise pas aujourd'hui dans la salle de classe, par exemple d'avoir un retour sur une erreur, de comprendre pourquoi l'erreur n'a pas fonctionné, c'est quelque chose de très important pour le cerveau, parce que s'il n'a pas cette information, comment peut-il envisager une autre option ? Si, par exemple, vous ratez quelque chose et que vous ne savez pas ce qui a fait que vous le ratiez dans votre vie d'adulte, c'est vrai que vous risquez de recommettre à nouveau la même erreur. Alors, on parle beaucoup des bienfaits de la méditation. Vous faites découvrir au grand public certaines écoles et institutrices aux méthodes plutôt originales. C'est un débat récurrent dans l'éducation, notamment dans le monde francophone. Et là, on découvre tout le rôle de la respiration et de ce qu'on appelle la pleine conscience. Les enfants sont très aidés par cela parce qu'ils arrivent à comprendre ce qui se passe dans leur cerveau, qu'il y a des impacts chimiques, qu'une émotion forte, c'est aussi quelque chose qui se passe chimiquement, et comment revenir au calme, et comment leur donner les outils justement pour revenir au calme, et la respiration leur sert beaucoup à cela, ou même quand ils ont des difficultés en classe et qu'un problème devient complexe, eh bien ça peut revenir à la confiance, c'est quelque chose, on leur donne un outil intérieur, pour essayer de vivre le plus positivement possible. Le conseil de la respiration et de la méditation vaut pour les adultes, cela va sans dur. Alors, sur le thème justement de l'explosion d'émotions, dans le documentaire, il y a la psychothérapeute Tina Payne Bryson qui explique comment réagir face aux colères. Au-delà de cette respiration, de la méditation, quels conseils donneriez-vous aux parents, même si le film ne prétend pas donner des leçons, bien entendu, aux pères et aux mères ? C'est une approche un petit peu différente. Quand on comprend le fonctionnement du cerveau, on sait qu'un enfant qui fait une grosse colère, finalement, son cerveau n'est pas mature. Donc, en somme, il a un déferlement d'émotions et il n'arrive pas à le contrôler. Donc, plutôt que d'être très dur, de l'ignorer, Tina recommande de toucher l'enfant, de le prendre dans ses bras et de le considérer comme s'il était physiquement blessé. Parce que nos cerveaux sont avant tout sociaux et la douleur sociale, elle est très très forte aussi. Donc c'est vrai que quand on prend les enfants dans les bras, même si vous mettez des limites, c'est pas pour autant que vous les laissez se rouler par terre en disant très bien tu peux hurler. Non, mais ils ont besoin de ça, ça libère tout simplement des hormones qui vont leur permettre aussi de se calmer. Le cerveau des enfants à voir absolument, donc en France, en Belgique, en Suisse et bientôt au Canada, que l'on ait des enfants ou pas d'ailleurs. Merci d'avoir été avec nous Stéphanie Briand. Merci,